This shocked me because I said this guy is far too intelligent to be taken in by this, and I left. Ce qui a souvent provoqué des critiques, voire des réactions ironiques par rapport à Ernest, cet optimisme exagéré face aux potentialités de l'être humain, je dirais, pas seulement de la classe ouvrière, aux capacités émancipatrices, créatrices, sociales de l'être humain, je crois que c'est exactement ce qu'il faut faire passer aux jeunesses. C'est un optimisme débordant parfois, avec des erreurs même. Je me rappelle un meeting qu'il a fait à Paris au moment des émeutes en Allemagne, avant le renversement du mur, où Ernest a fait un discours là trop enthousiaste, voyant quasiment la révolution politique triompher en Allemagne. Bon, mais ceci dit, son optimisme était indispensable, parce que pour des petites organisations, même s'il y a un décalage historique, c'est quand même bien, parce que globalement, il a quand même eu raison, la preuve, la Ligue aujourd'hui ou d'autres organisations. On n'est pas en trop plein d'optimisme, on l'était peut-être dans les années 60 ou 70, on est dans un déficit énorme d'optimisme et de croyance en soi. Et j'aimerais pouvoir filmer devant des jeunes, Ernest qui parle, après la chute de Franco, de la révolution espagnole qui a commencé, qui veut prendre le train pour arriver à Barcelone avant que ce soit trop tard, qui par rapport à la Bolivie disait c'est l'épicentre de la révolution socialiste. Il s'est trompé sur les rythmes, il s'est trompé sur les rapports de force, peut-être. Mais cette croyance très profonde, qui est pour moi, ça c'est l'humanisme marxiste, c'est une croyance extraordinairement profonde dans la capacité de l'homme d'être libre. Et ça, aujourd'hui, on est assez en déficit là-dessus. Et c'est un exemple qu'il faudrait utiliser. Das Aufbegehren gegen gesellschaftliche Ungleichheit, gegen Unterdrückung, gegen Ausbeutung, gegen Ungerechtigkeit, das Aufbegehren ist 3000 Jahre alt, Herr von Böhm, 3000 Jahre alt. Und niemand hat das bisher gekonnt, das aufzuheben. Das war einfach nicht möglich. Und solange wir es Menschen geben wird es dieses Aufbegehren geben. Sie können überhaupt nichts aussagen über die sozialistische, um nicht zu sagen die kommunistische Gesellschaft, weil es die einfach noch nicht gibt. Also ich sehe nur die ich eben... Ja, aber das ist keine sozialistische oder keine kommunistische Gesellschaft. Das ist eine, bestenfalls, also wir wollen uns jetzt hier nicht in einen Wortstreit, einen Definitionsstreit einlassen, aber für mich ist das eine Übergangsgesellschaft zwischen Kapitalismus, zwischen bürgerliche Gesellschaft und sozialistische Gesellschaft, noch keine sozialistische Gesellschaft. En fait, il y a plusieurs disons, significations du mot transition au socialisme. Il y avait d'abord déjà chez Marx l'idée qu'on ne parviendrait pas d'emblée, à partir des révolutions rompant avec le capitalisme, à une société d'abondance, sans classe, sans argent, sans marché. Avec la révolution dans des pays de la périphérie capitaliste, les bolcheviks des années 20 ont commencé à parler de transition, non pas simplement socialiste, comme première étape, mais même de société pas encore socialiste, donc une société qui n'était plus capitaliste, mais qui avait encore des classes sociales et qui était dans un environnement capitaliste redoutable. Alors, ce qui a marqué dans l'idéologie une rupture, c'est que, alors que dans les années 20, les bolcheviks pensaient cette transition avec ses conflits, justement avec ses contradictions, ses difficultés, Staline a décrété le socialisme réalisé à la fin des années 20, et à partir de ce moment-là, sur la base de la collectivisation forcée, c'est-à-dire d'une répression massive et de procès qui vont ensuite avoir, y compris tous les aspects de liquidation physique, donc, sur lequel on va proclamer le socialisme réalisé.
eh bien, dans les partis officiels, et y compris ceux qui vont se réclamer donc de Mao Tse-tung, on va parler de socialisme réalisé, non plus de transition. Je crois que ce qui est le plus important dans cette notion de transition, c'est la transparence sur les conflits nouveaux émergents à l'intérieur de ces sociétés, à la fois liés au risque de bureaucratisation des révolutions, c'est-à-dire la délégation de pouvoir, les inégalités dans l'accès aux connaissances et à la prise de décision, les privilèges qui se cristallisent. Donc derrière la notion de transition, je pense qu'on a quelque chose d'impur, pas encore, qui permet de garder l'esprit critique. Non seulement le communisme n'existe et n'a jamais existé nulle part, mais le socialisme n'existe et n'a existé nulle part. Et comme le disent les camarades soviétiques aujourd'hui, beaucoup de camarades soviétiques, socialisme et stalinisme sont incompatibles. Là où il y a stalinisme, il n'y a pas socialisme. Là où il y a socialisme, il n'y a pas stalinisme. Et je dis donc, ce qui a fait faillite en Union soviétique, ce qui a fait faillite dans les pays de l'Est, ce qui a fait faillite en Chine, c'est le stalinisme. Et cette faillite-là, nous ne la constatons pas depuis aujourd'hui. Le courant au nom duquel je parle le constate, l'a affirmé, l'a annoncé depuis plus d'un demi-siècle. Et nous avons dénoncé les crimes de Staline, non pas après qu'on ait découvert des archives, mais au moment où ils ont été commis. Car quel est le fond du problème? C'est là où les partisans du capitalisme sont un peu mal pris. C'est qu'au fond, ce qui ne va pas dans ces pays-là, et ce que Gorbatchev a compris, je le salue, et il essaye de le corriger, mais il essaye sans grande réussite, c'est que la majorité des gens en a marre d'être mise en tutelle par des autorités qu'elle considère, ces deux mots sublimes, je les ai entendus de travailleurs polonais, corrompus et incompétents. Et moi je vous dis que ce sentiment existe aujourd'hui à l'ouest autant qu'à l'est. Les autorités sont corrompues et incompétentes. Et les gens demandent d'être leurs propres maîtres. Le capitalisme, c'est l'ensemble des pays capitalistes. Et dans cet ensemble, le tiers-monde pèse. Et on parle de langue de bois. Je voudrais savoir, je voudrais savoir qui peut considérer comme langue de bois le fait de souligner gentiment, si on peut utiliser ce terme horrible, que chaque année, selon une statistique de l'UNICEF, 16 millions d'enfants, je répète, 16 millions d'enfants meurent de faim et de maladies guérissables dans le tiers-monde. Ce qui fait tous les 4 ans le même nombre d'enfants morts que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tous les 4 ans, une guerre mondiale contre les enfants. Bien, ça c'est la langue de bois. Dus ik krijg gedurig aan voorstellen van interviews en bijdragen tot dagbladen en weekbladen. Ik kan dat niet meer aan. Hè. Ik zou niks anders meer doen dan dat. Hè. Dat is niet verantwoord. Ik moet boeken schrijven, dat blijft. Wie schrijft, die blijft. Dat is veel belangrijker. Mijn laatste boek, ik heb juist vanmorgen een brief gekregen van mijn Engelse uitgever, daar ben ik toch fier op. Het Gorbachev-boek, dat is al in 25.000 exemplaren verkocht, in 4 talen. En nu komt Spaans erbij en Japans, dus we gaan naar de 50.000. En de tweede oplage van het Duitse, tweede oplage van het Engelse, tweede oplage van een Franse uitgave. De Spaanse zal toch ook goed verkopen, dus ik ben ervan overtuigd dat dat naar de... En ik hoop op een Russische uitgave, maar enfin, dat is voorlopig een hoop. Het Nederlandse, dat is er niet in, de spijtige. Ik heb altijd, zoals alle Vlamingen en Hollanders, enfin Hollanders is een beetje minder, we hebben een geweldig complex dat we in onze eigen taal niet kunnen publiceren. Je kunt in alle talen van de wereld publiceren. Mijn boek wordt in Koreaans gepubliceerd, in het Thai en niet in het Nederlands. Enfin, dat is krankzinnig, hè. Ik kan in mijn moedertaal niet publiceren. Ik zeg altijd, ik maak taalfouten in 7 talen.
Ik maak er ook een beetje in het Nederlands. Als je zoveel andere talen moet spreken, begint je eigen taal niet meer goed te kennen. Maar enfin, dat is toch wel een verschil.